et bienvenue sur le plateau Big Media en direct de We Are French Touch, organisé par BPI France. Nous sommes à la Maison de la Mutualité. Je suis Ariana Van Valterierso et fondatrice de AVWH. Aujourd'hui, je reçois un passeur entre le monde de la culture et celui de l'entreprise. Je reçois le cofondateur de Manifesto, cofondateur avec Laure Coliex. Bonjour Hervé Digne. Bonjour Ariana et merci. Merci à vous, merci d'être parmi nous sur ce plateau Big Media. Vous avez un parcours des plus impressionnants. Vous avez donc débuté peut-être en ministère après vos études à l'ENA. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours professionnel et comment on arrive aujourd'hui à être à la tête de Manifesto ? J'ai fait effectivement des choses un peu différentes, mais qui sont toutes marquées par ma passion et mon engagement pour la culture, d'abord dans la presse, puis dans le numérique. Ça, c'est une époque Hachette, Lagardère, puis une partie autour du cinéma avec la présidence de Kofi Loisirs, et entre-temps un intérêt pour les politiques publiques dans ce secteur à Matignon. Mais effectivement, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est Manifesto. Manifesto, qui est un petit groupe que nous avons créé avec Laure Coliex, voilà 8 ans. Alors, quel était votre objectif il y a 8 ans et votre vision, surtout, vous qui venez de tous les secteurs culturels, vous venez d'en parler, le cinéma, la littérature, les grands médias, en fondant donc en 2015 Manifesto avec Laure Coliex. Quel était votre objectif et au regard de l'objectif de 2015, la prochaine question, c'est aussi qu'est-ce que vous avez comme vision aujourd'hui de toutes les actions mises en œuvre au sein de Manifesto? Alors, les objectifs, c'est d'abord surtout la traduction d'une passion et d'un engagement. C'est, je crois, ce qui nous réunit avec Laure Coliex, c'est de voir comment est-ce qu'on peut aider les artistes à réaliser leurs projets, comment est-ce qu'on peut être du côté des artistes dans leur intervention qui est nécessaire dans nombre des politiques. Alors, dans la politique de la ville, où Manifesto intervient, mais aussi pour aider un certain nombre de leurs projets. Donc c'est moins un objectif traduit par des tableurs que l'expression d'une passion. Bon. La question du modèle exportable. Donc, vous vous définissez comme étant opérateur culturel indépendant. Vous offrez des services qui vont à la fois de la conceptualisation, de l'ingénierie, mais jusqu'à la gestion de sites. Et à la fois en France, mais aussi à l'international, avec toutes les spécificités qu'on imagine quand on travaille en Arabie Saoudite ou en Asie, en Corée, à Hong Kong ou même au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous en parler de manière un peu plus précise ? Alors j'essaie peut-être de brosser rapidement ce qu'on fait dans Manifesto. Je crois que notre force, quand je dis notre, parce qu'il y a une quarantaine de personnes, plutôt très majoritairement féminines. Je ne suis pas celui qui représente de ce côté-là le mieux les genres de l'entreprise, très ouverte aussi sur la diversité. Et notre force, c'est notre vision kaléidoscopique des approches de l'art et de la culture. Et cette vision kaléidoscopique, c'est arriver à rapprocher différentes expertises quand nous nous adressons d'abord aux fabricants de la ville, qui est notre premier métier. Donc les fabricants de la ville, de qui s'agit-il ? Ce sont à la fois les promoteurs, les maires ou les artistes quand ils ont besoin d'intervention pour les aider à produire des œuvres dans l'espace public. Et ce qui nous vaut d'être présent, par exemple, pour des commandes d'art public au village des athlètes des prochains JO. Des Jeux Olympiques. Mais aussi dans l'équipe d'un certain nombre d'architectes, de Gustafsson, quand elle crée
grand projet autour de la Tour Eiffel pour unir le parc sous la Tour Eiffel, où on a un certain nombre d'interventions sur le patrimoine, ou bien prochainement à Cannes sur la Croisette pour amener des commandes d'artistes sur ce boulevard mythique. Donc cette première expertise, elle est effectivement autour de la fabrication de la ville. Nous avons une deuxième expertise qui est très internationale autour de la distribution d'expositions des musées et des grandes fondations. Que vous produisez vous-même ? Ce sont en fait des expositions qui soit existent déjà et nous leur trouvons une seconde vie où nous apportons des idées au musée. Alors ça peut être quelquefois même à l'intérieur d'un territoire. Par exemple aux États-Unis, nous sommes assez fiers d'avoir été choisi pour donner une seconde vie aux collections permanentes de la célèbre du célèbre musée Hammer à Los Angeles, et nous avons proposé au directeur d'amener ses collections permanentes, pas très loin finalement, au musée des Beaux-Arts de Houston. Donc voilà le genre d'activité que nous pourrons faire. Nous le faisons évidemment pour les musées français et autres. Et puis, ce que vous indiquez, c'est quelque chose que nous avions d'abord créé dans Manifesto et nous avons voulu lui donner après une vie autonome, c'est Push. Push, c'est à ça que vous faisiez allusion, c'est une pépinière d'artistes, 260 artistes qui sont à Aubervilliers, qui est un projet qui est porté par une association que nous avons depuis créée, donc elle est complètement indépendante. Nous la soutenons juste par Manifesto, par nos différents services, et nous cherchons là à apporter des ateliers à des artistes qui en général n'en ont pas, et à faire vivre vraiment une collaboration entre des pratiques artistiques très différentes et entre des artistes français et internationaux, parce qu'il y a à peu près 40% d'artistes internationaux. Voilà un petit peu les différentes facettes de ce kaléidoscope. Et oui, alors après, si nous parlons plus précisément du projet Push, il y a différents volets. Vous le disiez, il y a un certain nombre d'ateliers mis à disposition pour les artistes, mais il y a également toute une dimension autour de la politique territoriale, notamment ancrée dans les quartiers d'Aubervilliers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce lien avec les associations, créer du lien social, et on développera ensuite après. Oui, bien sûr, merci d'insister là-dessus, parce qu'effectivement, nous tâchons de faire en sorte que l'intervention de 260 artistes ne soit pas juste l'arrivée d'un ovni dans un territoire, surtout un territoire un peu fragilisé comme celui-ci. Donc notre ouverture, elle se traduit par des contacts multiples avec les associations qui viennent soit apporter des contributions au moment des journées portes ouvertes que nous réalisons à peu près tous les 2 ou 3 mois. C'est aussi l'ouverture sur les scolaires, c'est aussi l'ouverture sur des publics qui ne viendraient pas et pour lesquels nous organisons des visites des expositions. Nous avons un plateau de 2000 m² d'exposition et nous avons beaucoup de créneaux qui sont consacrés justement aux associations du 9-3 ou d'Aubervilliers. Sous forme de portes ouvertes, sous forme d'ateliers, de collaboration. De visites qui leur sont plutôt réservées. D'ailleurs, j'invite tout à chacun à visiter quand les portes sont ouvertes. Push. Moi, j'ai eu le plaisir d'y aller il y a quelques semaines. Actuellement, il me semble qu'il y a une exposition qui s'appelle Insomnie. Alors, il faut vite se dépêcher parce qu'elle va s'achever le 2, effectivement. Et comme c'est un lieu de travail et d'exposition, il faut s'inscrire. Mais c'est très facile de s'inscrire sur le site push.fr. Et on sera ravis, effectivement, d'accueillir des visiteurs à cette occasion-là. Ce qui m'amène à mon prochain sujet qui est certainement d'ordre plus général, mais par rapport à votre vision. Vous abordez souvent le sujet de culture, économie et cohésion sociale.
vous avez développé cette vision tout au long de votre parcours professionnel, des plus foisonnants, et comment Manifesto, à travers ses projets, vise à renforcer cette synergie, cohésion sociale, économie et la culture française. Merci de le rappeler parce que c'est vrai que c'est un petit peu notre manifesto avec Laure Coliex. Nous pensons que la culture est ce qui nous rend proprement humains, c'est ce qui relie. Et c'est un des axes de nos projets, c'est une des raisons, un des critères parmi lesquels nous choisissons nos projets. Je trouve que c'est particulièrement vrai dans les projets urbains. Lorsque, par exemple, nous intervenons à Rennes pour réfléchir à la reconversion de la prison Jacques Cartier en plein centre de la ville, c'est dans cette perspective de voir comment la culture peut aider à redonner un sens finalement à ce lieu qui était un lieu forcément inconnu de la plupart des habitants. Et je trouve qu'un autre exemple, c'est celui de la citadelle Miolis à Ajaccio, une citadelle qui a longtemps appartenu à l'État, une citadelle comme son nom l'indique, était un élément de défense, un élément militaire, et qui, depuis que la ville d'Ajaccio en est l'opérateur et nous a appelés comme conseil, a été rendu aux Ajacciens et nous sommes intervenus pour justement créer un lien entre son histoire patrimoniale et la manière de se le réapproprier par des artistes et qui ont fait venir sur l'été plus de 300 000 personnes dans la ville et je crois au bonheur de chacun. Hervé Digne, vous dites souvent la culture c'est l'affaire de tous. Alors, c'est effectivement une grande idée. Là, vous parliez d'exemples plutôt sur le territoire français, mais dans une dynamique mondialisée. On l'a évoqué tout à l'heure, vous travaillez sur un certain nombre de projets internationaux. Dans quelle mesure pensez-vous que la culture est un pont, le vrai pont entre les cultures pour la cohésion des peuples, la bonne entente? Il nous faudrait longtemps pour répondre à ça, mais peut-être juste deux remarques. Effectivement, on a eu l'occasion à plusieurs de dire que la culture est l'affaire de tous, et c'est l'idée de montrer que justement la culture, c'est pas l'affaire des cultureux, de ceux qui en seraient juste les bénéficiaires, c'est pas une affaire d'entre-soi. Et c'est aussi pour ça que dans mon parcours ou dans Manifesto, on a toujours essayé de faire venir des entreprises pour qu'elles y apportent leur agilité, leur énergie et leurs moyens, en essayant de convaincre des COMEX de s'y intéresser, et souvent avec bonheur quand il s'agit du mécénat par exemple, ou bien de partenariats d'un peu long terme. Mais au-delà de cette remarque plus générique sur la manière d'essayer d'apporter ces expertises à l'international. C'est vrai que non seulement dans Manifesto Expo que pilote Alexandre Coliex, nous sommes à l'international, mais vous faites allusion à des projets que nous développons. Ils se trouvent pour l'instant en Arabie Saoudite. Ou des filiales. Nous avons effectivement créé une filiale à Riyad. Nous sommes intervenus au départ sous l'ombrelle de l'agence française pour Alula, dans le cadre du traité d'État à État entre les deux pays. Et dans ce décor de désert extraordinaire et des tombeaux nabatéens, nous avons eu l'occasion de créer une résidence, de faire venir des artistes. Mais au-delà, ça a été le point de départ de quelque chose qui est intéressant et qu'on voit en Arabie Saoudite, mais par exemple au Maroc, où également nous travaillons en ce moment.
À Riyad, nous avons gagné un appel d'offres qui va nous permettre de faire intervenir de grands artistes français et occidentaux, Laurent Grasso, Nathalie Junot-Ponsard, Ryoji Ikeda, de les faire intervenir pour créer des signaux dans l'espace urbain et que ça provoque des questions, qu'on se demande mais qu'est-ce que c'est, pourquoi cette couleur, pourquoi cet objet, et avec ça, c'est finalement soit semer la graine du questionnement, soit créer une étincelle de beauté dans une journée. Ça, ce sont des choses qui comptent. Pensez-vous que par l'exportation culturelle et ce type de collaboration, on offre aussi parfois pour certaines nations un kit d'humanité, d'idées progressistes? J'espère que la culture est progressiste dès lors qu'elle s'intéresse à relier l'histoire au présent dans une vision du futur, dès lors qu'elle inclut la diversité des hommes et des femmes. Après, je ne crois pas que ce soit un kit. Après, il faut au contraire essayer de trouver une solution différente à chacune des questions. D'ailleurs, c'est un petit peu le sens de l'ingénierie culturelle qui est finalement ce qu'une partie de notre activité traduit. Hervé Digne, nous arrivons à la fin de cet entretien, de cette interview tout à fait passionnante. On aurait pu continuer quelques minutes encore. Donc, à la fin de chaque interview, je demande à l'invité sa recommandation culturelle. Un film, une série, une exposition, une chanson de Jul, une chanson de rap. Peut-être la recommandation, tant qu'il est encore temps, et pour ceux qui soit habitent Paris, soit ont la chance de traverser Paris, c'est de profiter du Festival d'automne. Le Festival d'automne, c'est quand même quelque chose d'absolument extraordinaire à Paris, qui depuis des dizaines d'années, depuis sa création par Michel Guy, et prolongé maintenant par Emmanuel de Marcy-Motta, propose dans de multiples lieux dans le Grand Paris, puis après ça tourne, des spectacles extrêmement innovants qui relient soit la musique, le théâtre, la littérature, la poésie, et là vous trouverez votre choix, que ce soit découvrir la danse de Traja Larel, qui a un portrait en ce moment être transfiguré par le cycle de Stockhausen, Licht, ou bien aller voir l'exposition d'Ito Barada. Courez-y, parce que c'est ce qui rend l'automne agréable et va rendre l'hiver un peu triste quand ce sera terminé. Et c'est une recommandation également, éventuellement familiale. On peut y aller en famille. Exactement. Bien sûr. C'est une belle recommandation. Merci. Merci Hervé Digne. Merci pour ces quelques minutes passées sur ce plateau de Big Media. À très bientôt. Vous êtes, je le rappelle, cofondateur de Manifesto. Merci. Merci. French touch.